Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Depuis 2 ans, l'Ukraine est divisée. Malgré l'instauration de plusieurs trêves, les affrontements se poursuivent dans les régions séparatistes de l'Est entre rebelles pro-russes et forces gouvernementales. À Istanbul, les touristes se font beaucoup plus rares après les attaques suicides et la tentative de coup d'État militaire. Ce soir, dans Code 24, nous vous emmenons dans les quartiers touristiques de la capitale, Stambouliote, où les prix des chambres d'hôtel sont en chute libre et les artères commerciales désertes. Les Bédouins de Cisjordanie résistent à l'expulsion. Israël a détruit depuis le début de l'année plus de structures en Cisjordanie qu'en 2015. La bataille se concentre désormais sur une zone de quelques kilomètres carrés seulement, mais sur laquelle reposent les espoirs d'une solution à 2 États. Enfin, nous vous ouvrirons les portes de l'industrie des cosmétiques, un secteur qui résiste bien à la crise, surtout en France. Depuis 2 ans, l'Ukraine est divisée. Malgré l'instauration de plusieurs trêves, les affrontements se poursuivent dans les régions séparatistes de l'Est entre rebelles pro-russes et forces gouvernementales. Selon l'ONU, depuis le début du conflit, plus de 9000 personnes ont été tuées, dont de nombreux civils, tandis que beaucoup d'autres ont disparu. Enlèvement politique ou crapuleux, de nombreuses familles sont plongées dans l'angoisse. Que deviennent les personnes disparues? Comment les familles surmontent-elles l'attente? Les otages libérés parviennent-ils à se reconstruire? Comment l'État ukrainien fait-il face à cette réalité? Notre reporter s'est rendu en Ukraine où, lors d'un précédent reportage, elle avait rencontré Elena, une mère dont le fils a disparu à l'été 2014 à Donetsk. Elle n'a malheureusement pas été autorisée à retourner en zone séparatiste, mais a pu mener son enquête depuis le sol ukrainien. Reportage. Nous sommes à Donetsk, en pleine zone séparatiste. Elena fait partie de ces mères de disparus. Elle cherche sans relâche son fils depuis des mois. Ce jour-là, elle se rend au parquet. Soyez aimable et gentil. Faites quelque chose, aidez-moi. Je veux retrouver mon fils, je ne veux rien d'autre. 120 jours que je me tape la tête contre le mur. Je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. Soyez raisonnable. Venez mardi ou jeudi, on vous écoutera, on prendra votre requête et elle ne restera pas sans attention. En principe, on aide. Tout le monde me dit ça. Tous, croyez-moi, j'ai déjà fait 18 demandes et aucune réaction. Imaginez, j'en ai déjà écrit 18. C'est aussi gros que le livre Guerre et paix. Au moment où nous rencontrons Elena, les combats font toujours rage à quelques kilomètres. Et c'est au son des bombes qu'elle rentre seule chez elle. Où tu vas, toi? Ça vole encore. Le fils d'Elena a été kidnappé par les séparatistes pro-russes, sans raison apparente. Sergueï est un simple civil. Depuis, elle reçoit toutes sortes de menaces. 1 mois après sa disparition, on m'a appelé sur mon téléphone. La personne a dit qu'elle s'appelait Abdourahman. Il a demandé une rançon pour mon fils. J'ai essayé de négocier au début en leur disant que je voulais entendre la voix de mon fils, et ça n'a pas aidé. J'ai eu des menaces. Ils me disaient « on va couper ses bras, ses jambes, sa tête, ses oreilles. Et on va mettre les morceaux dans des bocaux pour te les envoyer. » On a essayé de supplier, ça n'a pas aidé. On a fait le virement et là, ça s'est arrêté, comme ça. Je ne sais plus ce que je peux faire, encore et comment je dois faire. La seule solution serait de prendre un seau d'essence, aller sur une place publique et m'immoler sur la place. Pendant de longs mois, Elena était seule dans son combat. Aujourd'hui, elle peut compter sur le soutien d'Anna, en zone ukrainienne, à Kiev. Bonjour Elena. Bonjour. Je ne vous ai pas appelé depuis très longtemps. Comment vous vous sentez? Maintenant, je me sens plus tranquille. J'ai le pressentiment qu'aujourd'hui ou demain, la porte s'ouvrira et qu'il rentrera.
C'est peut-être une idée saugrenue, mais c'est comme ça. Que Dieu vous aide, Elena, que Dieu vous aide. Comme elle paye de l'argent régulièrement aux escrocs, elle-même n'a pas d'argent pour suivre un traitement médical, parce qu'il n'y a pas de salaire, et le fils unique est maintenant disparu. C'est pourquoi on lui achète régulièrement des médicaments à elle et à son époux, et on les fait passer de l'autre côté. Anna, ancienne prisonnière des séparatistes, a créé une association de soutien aux familles, l'Oiseau Bleu, à Kiev. 3000 personnes ont déjà été libérées, mais il en reste encore des centaines. Ce soir-là, Anna va fêter la libération de Masha, une autre prisonnière qui a passé 14 mois aux mains des séparatistes. Bonjour. Bonjour à tous. Nous t'avons attendu très longtemps. Masha a été retenue dans une cave. On la voit ici, au moment de sa libération, quelques jours auparavant. C'est bien de me retrouver ici parmi mes amis. Il y a encore une semaine, on me disait « Tu es une terroriste, tu as tué des pauvres gens et tu es une mauvaise personne ». Masha a été arrêtée à cause de ces 2 photos publiées sur Facebook où elle affiche son soutien à un groupe ultranationaliste ukrainien, le Praï Sector. Est-ce qu'on peut éteindre la musique, s'il vous plaît ? Combien de kilos as-tu perdu? Et ta recette pour maigrir? Moi, je recommande les caves de Lugansk. Ce sont les endroits les plus efficaces pour ça. Des blagues pour exorciser ces 14 mois de cauchemar. Chacun sa façon d'oublier la détention arbitraire. Pour Sergueï, c'est le dessin. Le premier objectif, c'était de libérer mes démons intérieurs. Donc c'est une bonne décharge psychologique. Parce que dans les lieux de détention, aucun photographe ne pourra réaliser de reportage, il n'y aura jamais de vidéo. C'est précisément à cause de ces dessins qu'il a été kidnappé. À l'époque, Sergueï était réputé pour ses graffitis anti-séparatistes dans les rues de Donetsk. Ils nous ont menottés l'un à l'autre. Et ça a duré 10 jours comme ça. On était comme des frères siamois. Quand ton corps est devenu n'importe quoi, que tes côtes sont cassées, qu'on t'a déjà promis de te tuer, que tu as déjà vécu un simulacre d'exécution, on te réveille la nuit, on t'emmène dans la cour, on te met dans le coffre de la voiture. Il y a ceux qui disent que leur vie passe devant leurs yeux ou quelque chose de ce genre-là. Mais moi, je pensais juste, sur ce mur-là, il y aura plein de morceaux de ma cervelle. C'est tout. Beaucoup de ces anciens prisonniers sont aujourd'hui réfugiés à Kiev, en sécurité. Au bout de quelques jours, nous retrouvons Masha. Elle est hébergée par Anna et, surprise, elle a déjà complètement changé d'apparence. Je planifiais quelque chose de fou, quelque chose de joyeux et d'agréable que je n'avais jamais fait avant dans ma vie. Donc changer complètement sa vie en changeant complètement sa couleur de cheveux, en étant brune et en devenant blonde, ça, je suis très contente d'être en liberté et de pouvoir réaliser mon rêve en devenant blonde. Quand j'étais encore là-bas, je voyais toujours dans mes rêves que j'étais en liberté.
Et maintenant que je suis ici, je commence à avoir des rêves où je suis là-bas, où je suis emprisonnée, où j'ai encore des limites dans mes mouvements. J'ai des sueurs froides, je rêve de tout ça, et je me retrouve encore là-bas. Il est difficile de s'habituer au fait de pouvoir parler quand tu veux. Avant, tu avais 5 minutes, et pendant ces 5 minutes, tu essayais de dire tout. Il est bien sûr encore difficile de communiquer avec les gens, de m'adapter, de marcher dans un monde normal, de traverser la rue, de prendre le métro, ou encore d'aller dans les salons de beauté. Mais le plus dur est sans doute de retrouver une identité. Les anciens disparus n'ont souvent plus de papier, ils doivent faire des dizaines de démarches. Cet après-midi, Masha est à l'administration fiscale. Vous n'avez pas fait de certificat de personne réfugiée? Non, je ne peux pas le faire sans code fiscal. Je suis allée au SBU pour recevoir un certificat disant que j'ai été prisonnière. Mais on me dit de donner mon passeport, mais moi je n'ai pas de passeport. Pour obtenir un passeport, j'ai besoin d'un certificat disant que je n'ai plus de passeport. C'est fatigant, il faut aller dans plusieurs institutions, faire plusieurs fois la queue. Mais l'essentiel, c'est que je bouge. C'est le retour à la vie libre, le retour à la vie normale et libre. Et l'État ukrainien dans tout ça? Il lui a fallu des mois pour mesurer l'ampleur du phénomène et passer à l'action. Pour nous, aujourd'hui, le thème prioritaire, c'est le retour des otages détenus et la recherche des disparus. Aujourd'hui, on a trouvé et libéré 3015 personnes. En plus des 128 personnes encore considérées comme otages, il reste encore 692 personnes qui sont considérées comme disparues. Alors, non loin des zones de conflit entre Ukrainiens et pro-russes, on recherche les disparus, vivants ou morts. Ici, à 400 km de Kiev, des dizaines de corps arrivent à la morgue. Ce matin-là, ce sont 2 soldats ukrainiens. Vous l'amenez là-bas tout de suite pour commencer l'examen? Mets-le, on va le mettre dans le couloir. Là, il n'y a pas d'affaires personnelles? Là, il y a des affaires personnelles et le gilet pare-balles. Et est-ce qu'il y a des grenades? Apparemment, non. Les autopsies permettent parfois de rendre une identité à ces cadavres. Dans certains cas, quand l'identification visuelle n'est pas possible, on prend le matériel biologique pour l'expertise génétique suivante. On compare ce matériel avec ceux des parents supposés. L'établissement de la personne morte, son identification, l'établissement de son nom, c'est mon premier but. Et c'est très important pour moi. En 2 ans, 500 cadavres anonymes ont été ramenés ici. Un tiers n'a jamais été identifié. Leur ADN est prélevé, il servira à des recoupements. Mais l'État ukrainien envoie aussi des enquêteurs vers les zones de combat. Le but est de collecter autant d'informations que possible sur les charniers et sur les tombes anonymes. Ici sont enterrés uniquement les civils anonymes. Oui. Michael fait partie de ces enquêteurs. Il est épaulé par le médecin légiste de la ville la plus proche. Je ne sais pas ce qu'est cette tombe sans pancarte. Je pense qu'elle est récente. Et cette rangée-là, ça existait. Ici, probablement, ce sont des tombes plus récentes. On va essayer de trouver assez d'informations pour avoir le droit légalement d'exhumer ces corps. Le but, c'est de faire une expertise ADN pour identifier ces anonymes enterrés. Chaque famille cherche ses proches. Dieu merci, on peut le comprendre. La plupart d'entre eux sont malheureusement victimes de cette guerre. C'est donc un travail de longue haleine qui débute pour que l'Ukraine puisse enfin retrouver ses disparus
et donner une sépulture digne aux centaines de victimes anonymes de ce conflit. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Il y a tout juste un an, une autre petite révolution se jouait en Ukraine. Des responsables politiques étrangers arrivaient dans le pays pour en occuper des postes clés. Ce fut le cas de Mikhail Saakashvili. L'ancien président géorgien était nommé gouverneur de la région d'Odessa. Salué au début de son mandat en Géorgie comme un pourfendeur de la corruption, il quittait finalement son poste dans la tourmente, impopulaire et accusé d'autoritarisme. Mais les Ukrainiens croyaient qu'il serait capable de mener dans leur pays les mêmes réformes que dans son pays d'origine. Saakashvili a formé une équipe de jeunes spécialistes et promis à Odessa d'en faire une vitrine de transformation positive de l'Ukraine post-Maïdan. Aujourd'hui, son bilan est mitigé et l'homme est en conflit permanent avec l'élite politique locale et de plus en plus avec le Petro Porochenko, le président ukrainien en personne. Le reportage de Gulliver Krag et Ksenia Bolchakova. Ce centre administratif flambant neuf est l'un des projets phares de Mikhail Saakashvili. Il fait office de guichet unique pour refaire son passeport ou encore immatriculer une entreprise, le tout sans payer un seul pot de vin. Seul hic, il ne fonctionne qu'à 10% de ses capacités. Le gros problème, c'est le financement. Nous n'en recevons pas. Ils ont trouvé toutes les raisons légales possibles et imaginables pour ne pas nous fournir les fonds dont nous avons besoin. Ils, ce sont les opposants de Mikhail Saakashvili au conseil régional. Pour les forcer à débloquer des fonds, le gouverneur voulait s'adresser à l'une de ses assemblées générales. Mais il a été pris de court, découvrant qu'à l'étage, dans le même bâtiment, des hommes des forces spéciales perquisitionnaient l'un de ses bureaux. L'homme est fou de rage. Ni lui, ni ses collaborateurs ne sont officiellement concernés par cette enquête sur des impayés d'impôts. Ils se permettent de rentrer ici pour des faits reprochés au consulat géorgien en 2011. Même l'équipe de Yanukovych n'aurait pas osé faire ça. C'est une honte. Oh, et vous les gars qui êtes à Kiev, vous êtes devenus fous, quoi. Et comme à chaque fois qu'il est accusé de corruption, Saakashvili répond devant les caméras de télévision du pays, histoire d'en faire son propre coup de com'. Les voleurs pensent sûrement qu'ils peuvent nous effrayer, nous compromettre avec leurs méthodes habituelles. Ce sont de vrais voleurs et des escrocs corrompus qui n'ont rien appris de la révolution de Maïdan, qui sont aujourd'hui dans les plus hautes sphères du pouvoir et qui se permettent ce genre d'abus. Des sorties médiatiques qui commencent à agacer certains odessites. Celui qui veut changer les choses cherche des moyens pour y arriver. Celui qui ne veut pas cherche des excuses. Avoir cette influence, cette image d'homme fort, cette renommée à l'international et faire si peu, c'est pour moi impardonnable. Si la déception semble générale face au manque de résultats du gouverneur Saakashvili, il y a néanmoins des améliorations. Comme au port d'Odessa, autrefois rongé par la corruption. La douane travaille différemment. On n'y accepte plus les pots de vin. Avant, sans pot de vin, c'était impossible d'obtenir tous les documents requis. C'était comme un ticket d'entrée. Aujourd'hui, Evgeny doit obtenir des documents nécessaires pour envoyer une cargaison de fruits de mer congelés à Kiev. Avant, la procédure pouvait prendre des heures avec des inspections et le risque de payer un pot de vin pour chaque papier tamponné. Désormais, en moins de 10 minutes, tout est fait. Là, nous avons tous les permis nécessaires pour le transit de la cargaison. Elle va continuer sa route vers Kiev où elle sera dédouanée à son arrivée. Et c'est à ces barrières que s'arrête la capacité d'action des autorités régionales. Car une fois qu'ils les ont franchis, ces camions ne dépendent plus ni d'Evgeny ni de la douane d'Odessa. En Ukraine, les entreprises peuvent payer leurs frais de douane et leur TVA dans la région de leur choix.
Pour cette jeune activiste, chargée par Saakashvili de mener à la douane un grand nettoyage anticorruption, ce système fait perdre des milliards au pays. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ne veulent pas payer de taxes. Ces sociétés ne passent plus par le service des douanes d'Odessa. Elles passent par d'autres douanes, là où elles peuvent négocier, payer des pots de vin à des douaniers qui diront que leurs marchandises coûtent 2 $ au lieu de 10, et où ils ne paieront des taxes que sur ces 2 $. Encore beaucoup d'Ukrainiens comptent sur ces marchés semi-légaux pour s'approvisionner en produits à bas prix. Leurs fournisseurs ne survivraient pas sans tricher. C'est ce que dit en substance cet ancien transporteur, devenu activiste anticorruption. Baisser ses dépenses, c'est le devoir de tout homme d'affaires, son devoir envers l'État et la société. Bon, peut-être pas l'État, mais en tout cas envers Dieu et la société. Mais comment faire quand les impôts sont indécemment élevés? Alors il essaie de payer moins de taxes. Des taxes qui de toute façon sont détournées par nos députés pour rouler en Mercedes. Au lendemain de la perquisition, nous retrouvons Mikhail Saakashvili enjoué à la fête de fin d'année de cette école. Le gouverneur sent que sa bataille ne peut être gagnée à un niveau local. Pour autant, pas question de baisser les bras. De dire qu'on a échoué, ça ne marche pas jamais, ce sera un désastre. Et je ne vais pas faire ça, mais bien sûr, c'est assez difficile, oui. C'est plus difficile que j'ai imaginé, parce que quand le changement touche les intérêts des gens de pouvoir, ils sont vraiment mécontents. Ils savent comment on peut résister. Ils ont beaucoup d'expérience de blocage des réformes. Face à ces blocages, Mikhail Saakashvili compte sur les Ukrainiens pour le soutenir. Auront-ils la patience d'attendre les réformes promises? Rien n'est moins sûr. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Direction le Proche-Orient avec cette question essentielle pour certains. Où Jésus a-t-il été baptisé? Dans le Jourdain, c'est une certitude, mais de quel côté? Côté jordanien ou côté palestinien? Le débat persiste, même si officiellement c'est du côté du royaume hachémite. Le lieu est de nouveau exploité pour attirer davantage de touristes. Reportage. Avant la grande immersion spirituelle, le baptême dans l'eau du Jourdain, le rituel qu'a accompli Jésus il y a environ 2000 ans. Il faut d'abord s'assurer d'être du bon côté du fleuve. Car ici, on se dispute le site du baptême du Christ par Jean-Baptiste. Sur la rive gauche du Jourdain, côté territoire palestinien, on jure par tous les saints que c'est ici que Jésus fut baptisé. Mais côté jordanien, on prétend que c'est sur la rive droite que Jésus a accompli le rituel. Notre Seigneur Jésus a traversé le fleuve Jourdain et est venu se faire baptiser de ce côté-ci. Contrairement aux apparences, ce n'est pas qu'une querelle religieuse, c'est aussi une question économique. Car détenir le site du baptême du Christ, c'est attirer plus de touristes et de pèlerins. Le royaume hachémite a perdu 9% de ses touristes en 2 ans à cause du contexte régional et 30% de touristes européens en 5 ans. Le gouvernement tente de rassurer les visiteurs et de trouver de nouvelles attractions. Pour le directeur adjoint du site, la Jordanie reste un pays sûr et stable malgré tout et il ne manque pas d'exemples pour le prouver. Le pape s'est déplacé de l'aéroport d'Amman jusqu'au palais royal avec une voiture ordinaire, une Toyota Camry, et non dans une voiture blindée. C'est la preuve que le pays est sûr. Ce site est ouvert au public depuis 2002. Il aura fallu attendre les accords de paix entre Israël et la Jordanie pour qu'il puisse être exploité. Des fouilles archéologiques ont été effectuées dès 1997. Avant, c'était un site militaire fermé depuis la guerre de 1947. Le terrain était miné et notre travail a commencé en 1997. Ce site est un don de Dieu. Un don de Dieu et un coup de pouce de l'UNESCO. L'organisation onusienne a classé le site au patrimoine mondial l'été dernier. Pour l'instant, les autorités jordaniennes n'ont pas enregistré d'augmentation dans la fréquentation. Mais pour les amoureux de ce lieu, pas besoin de miracle, le baptême de feu aura bien lieu.
Istanbul est classé dans le top 10 des villes les plus visitées au monde, mais après 2 attaques suicides depuis le début de l'année et la tentative de coup d'État militaire du 15 juillet, les touristes se font beaucoup plus rares. Les chiffres sont aujourd'hui les plus bas jamais enregistrés depuis 10 ans. Prix des chambres d'hôtel en chute libre, places touristiques et artères commerciales désertes. Les professionnels prévoient une saison touristique catastrophique. Le reportage de Mathieu Sellard et Fatma Kizilboa. C'est la seule ville au monde située entre 2 continents. Istanbul, l'une des destinations préférées des touristes étrangers. L'an dernier, ils étaient plus de 10 millions à faire le voyage. Mais après 2 attentats suicides attribués depuis le début de l'année à l'organisation État islamique, les touristes se font beaucoup plus rares. Sur les lieux de la dernière explosion à Istiklal, le traumatisme est encore là. Après l'attentat, l'avenue était vide. Il n'y avait vraiment personne. Les gens commencent à peine à revenir. Je me sens en sécurité parce que partout où on va, on se fait contrôler les sacs. Donc à ce niveau-là, on se sent en sécurité. Des fouilles devenues systématiques à l'entrée de tous les lieux publics. Mais rien n'y fait. En 40 ans de carrière, ce commerçant du bazar égyptien affirme n'avoir jamais vu ces artères aussi désertes. On a peur, même moi. Dès qu'il y a un peu de monde, j'ai peur. Avant, quand je sortais de chez moi, j'avais l'esprit tranquille. Mais maintenant, je me demande si je vais pouvoir rentrer chez moi. Nous avons demandé la présence d'agents de sécurité. Pas seulement pour nous, mais pour les clients également. Derrière la façade de ce bâtiment historique se trouve l'un des hôtels les plus prisés de la ville. Voilà notre plus bel appartement, avec 3 chambres et une cuisine privée. En ce moment, c'est un bon deal, hein. On l'a loué à 900 €, maintenant c'est 400. Casser les prix pour survivre à la crise, c'est la stratégie adoptée par les hôteliers turcs qui prévoient une saison catastrophique. Les affaires vont très mal par rapport à l'année dernière. Il y a une baisse de 35 à 40% en ce qui concerne les prix et le taux de réservation. Et nous, on essaye d'avoir le même nombre de clients, donc on a baissé nos prix en moyenne entre 43 et 44% cette année. Selon les spécialistes, la baisse des revenus du tourisme pourra atteindre les 10 milliards d'euros et faire basculer 130 000 ouvriers dans le chômage. Dans ce restaurant du quartier historique de Sultanahmet, on refuse pour le moment de licencier. J'essaie d'élargir le marché, mais c'est insuffisant. Pour le moment, on s'en sort, mais nos dettes commencent à s'accumuler. Le gouvernement turc a promis une aide à hauteur de 80 millions d'euros pour aider les professionnels du tourisme à surmonter une crise qui menace l'un des piliers de l'économie de la Turquie. Depuis le début de l'année, Israël a détruit plus de structures en Cisjordanie que sur toute l'année 2015. Plus de 500 écoles, maisons, jardins d'enfants financés par l'Europe pour aider les Palestiniens, mais que l'État hébreu considère comme illégaux car construits sans permis dans la zone C que contrôle Israël. La bataille se concentre désormais sur une zone de quelques kilomètres carrés seulement, mais sur laquelle reposent les espoirs d'une solution à 2 États. Le reportage de nos correspondants Pierrick Laurent et Rhys Macleur. C'est un village bédouin paisible, à la sortie de Jérusalem. Jabal al-Baba abrite 56 familles, installées ici depuis les années 50. Mais le village est directement menacé. Atalar nous montre ce qu'il reste d'une habitation détruite pour la 3e fois en quelques années. L'armée israélienne est venue détruire cette maison à 3 h du matin. C'était en janvier dernier, il faisait froid, et ils ont fait sortir tous ceux qui vivaient là, y compris les enfants, et ils ont détruit le bâtiment alors qu'il avait été installé par l'Union européenne. Financés par l'Europe, ces préfabriqués sont illégaux selon Israël, qui contrôle ici les permis de construire. Alors de nouveaux ordres de démolition sont arrivés ces derniers jours. Tout ça, ce sont des ordres pour détruire de nouveaux bâtiments, même notre mosquée, absolument tous les bâtiments. Ce qui se joue dépasse en fait largement ce village, car ces Bédouins vivent en zone E1, un corridor encore peu construit entre Jérusalem-Est et la colonie israélienne de Ma'ale Adumim. Si Israël poursuit son extension, Jérusalem sera coupée du reste de la Cisjordanie.
Impossible alors d'envisager une solution à 2 États avec une capitale partagée. Maale Adumim et ses 40 000 habitants pourraient bientôt s'agrandir, aux dépens d'un autre village bédouin, Abou Nawar, où vit une centaine de familles. Les enfants vont à l'école dans un préfabriqué fait de tôle. En février dernier, la France avait proposé de construire une école mieux adaptée, mais à peine livrés, les bâtiments ont été confisqués. Les enfants étaient très heureux, mais à notre surprise, juste après le week-end, les soldats israéliens sont arrivés. Ils sont venus avec un convoi de plus de 30 véhicules, 3 grues. Ils ont démantelé les infrastructures et les ont confisquées. Ici aussi, chaque bâtiment doit être détruit, y compris l'école et la crèche. Pourtant, Abou Imad peut prouver, photo aérienne à l'appui, que sa tribu vit ici depuis des décennies. Regardez cette photo, elle date de 1972 et on peut déjà voir les habitations de notre communauté à Abou Nawar. En revanche, on ne voit aucun signe de Maale Adumim, ou de Kedar, ou de n'importe quelle autre colonie israélienne. Israël demande même aux Bédouins de déménager à 1 kilomètre d'ici, en bordure d'une ville palestinienne. Ce projet de relocalisation des Bédouins, c'est une menace pour les Bédouins eux-mêmes, car ils perdront leur mode de vie, leur culture, et seront obligés de vivre dans un environnement urbain. Et cela constitue un déplacement forcé, ce qui est une violation de la Convention de Genève. Voici le lieu tout proche où les Bédouins sont censés s'installer. Pas assez grand pour accueillir toutes les familles et inadapté à l'élevage de bétail. Le gouvernement israélien a de son côté refusé toutes nos demandes d'interview. Pour seule réponse, cette vidéo et quelques mots expliquant que les négociations avec les tribus locales ont échoué en raison de la mauvaise volonté des Bédouins. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Ce soir, dans Code 24, nous vous ouvrons les portes de l'industrie des cosmétiques, un secteur non essentiel au quotidien, mais qui résiste pourtant bien à la crise, surtout en France. Les Français, eux, grands acheteurs de cosmétiques, mais aussi et peut-être surtout leaders dans leur production. Les secrets de beauté de l'industrie cosmétique avec Audrey Racine. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à la beauté. Nous sommes dans un grand magasin parisien qui consacre 400 mètres carrés au maquillage, parfum et crème en tout genre. Mais l'émission ne sera pas frivole pour autant. Nous allons vous parler de l'industrie des cosmétiques, un secteur non essentiel au quotidien et qui résiste pourtant bien à la crise, surtout en France. Les Français, grands acheteurs de cosmétiques, mais peut-être et surtout leaders dans leur production. Regardez. Les cosmétiques, un luxe superficiel pour certains, un business juteux pour d'autres. Mais surtout, un secteur industriel où la France excelle. Ces 40 dernières années, l'industrie cosmétique a connu une croissance régulière. L'Hexagone s'est ainsi maintenu au premier rang mondial des exportations. La France est aussi le berceau de la plus grande entreprise de produits de beauté, L'Oréal, basée en banlieue parisienne, à Clichy. Seule l'aéronautique devance les cosmétiques dans les exportations françaises. Les 1097 entreprises du secteur pèsent plus de 9 milliards d'euros, avec 55 000 emplois à la clé. L'Asie représente 35% du marché mondial, suivi de près par l'Europe et l'Amérique du Nord. Indétrônables, les soins pour la peau sont les produits les plus lucratifs. Désormais, les pays émergents comme la Chine, l'Inde, le Mexique ou encore le Brésil sont les nouvelles cibles des industriels. D'ici 2020, le business des cosmétiques pourrait peser jusqu'à 600 milliards d'euros. Loin d'être en récession, l'industrie des produits de beauté est l'une des rares à avoir résisté à la crise économique.
et à produire encore massivement en France. Grâce aux nouveaux débouchés sur les marchés étrangers, l'avenir semble assuré. Depuis mars 2013, l'Union européenne a interdit la mise sur le marché de produits cosmétiques testés sur les animaux pour les entreprises qui y avaient recours. Il a fallu s'adapter, tester les produits sur de la peau artificielle ou sur des vers. C'est ce qu'on vous explique tout de suite. Cette scientifique teste une crème hydratante sur un morceau de peau artificielle. Un épiderme reconstruit en laboratoire à partir de cellules humaines. L'Oréal utilise cette technologie pour vérifier les effets de ses cosmétiques, comme le maquillage, le parfum ou le shampoing. Ce qui est complexe, c'est le fait d'avoir deux couches de peau, un derme et un épiderme, de devoir fabriquer d'abord le derme avec un premier type cellulaire, les fibroblastes, les laisser se multiplier et ensuite fabriquer un épiderme avec un deuxième type cellulaire, les kératinocytes, et attendre à nouveau la multiplication de ce deuxième type cellulaire. L'Oréal produit le premier épiderme reconstruit dès les années 80. En 2011, il inaugure Episkin, le premier centre mondial d'évaluation prédictive de l'industrie cosmétique. Ces recherches lui permettent d'arrêter progressivement les tests sur animaux. 2 ans plus tard, Bruxelles les interdit définitivement. Les marques européennes sont alors mises au défi pour changer leur méthode de recherche, un créneau dans lequel s'est engouffré Célescrine. La start-up propose aux fabricants de tester les cosmétiques sur des organismes complets sans faire acte de cruauté. Elle teste les molécules sur des vers. En fait, il y a une partie des tests pour évaluer la sécurité lorsque vous mettez votre crème solaire qui nécessitait des tests sur les animaux vertébrés. Parce qu'il fallait étudier, par exemple, la reproduction ou la tératotoxicité, c'est-à-dire la toxicité sur le fœtus. Et ces tests-là, on ne peut pas les effectuer autre que sur un organisme entier. On ne peut pas l'observer sur une culture cellulaire. Et donc c'est pour ça que Célescrine répond à un enjeu. Cette vidéo montre le ver C. elegans utilisé par Célescrine. La molécule entre par sa bouche, passe par son tube digestif et sort de l'autre côté. Cet invertébré d'1 millimètre ne fait pas partie des espèces considérées comme souffrantes par l'Union européenne. Comme les vers ont un développement rapide, on peut très rapidement voir les effets secondaires que peuvent avoir les différentes substances testées. Si le ver meurt, ne se reproduit pas ou si ses congénères sont affectés, la molécule est classée toxique et éliminée de la liste des ingrédients pour cosmétiques. Tout son génome a été séquencé et il a été utilisé il a beaucoup été utilisé par exemple en médecine sur des maladies neurodégénératrices et ils ont fait des comparaisons avec l'homme. Du coup, on sait que tout ce qui se passe sur le ver peut être productible sur nous. Célescrine en est encore à ses débuts, mais ses laboratoires travaillent déjà avec des marques de cosmétiques françaises et internationales. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas testés sur les animaux que les cosmétiques sont tous bio, loin de là. Nous sommes avec Anne-Marie Gabellica. Bonjour. Bonjour. Vous êtes biochimiste de formation, vous avez longtemps travaillé dans l'industrie des cosmétiques avant de lancer votre propre marque, Olution. Qu'est-ce qui est banni de vos produits ? Alors, beaucoup de choses. Tous nos soins pour le visage sont 100% d'origine naturelle, première chose. Et puis, nous nous interdisons aussi des ingrédients autorisés en bio. Et aussi tous les dérivés d'huile de palme, pour des raisons éthiques, car ils provoquent la déforestation. Donc vraiment, des formules 100% d'origine naturelle, sans notamment aussi tous ces ingrédients qui posent question, les parabènes, les perturbateurs endocriniens, les détergents sulfatés, tout ça, on a dit non, on a vraiment les formules les plus pures possibles. L'association de consommateurs UFC Que Choisir a publié une liste de 185 produits cosmétiques courants qui contiennent des substances nocives pour la santé. Est-ce que vous comprenez que les consommateurs ne soient pas mieux informés ? Non, en fait, c'est quelque chose contre lequel vraiment je m'insurge depuis pas mal d'années et c'est pour ça que j'écris beaucoup d'articles, que nos listes d'ingrédients aussi sont sur notre site internet très très détaillées, on met des couleurs par type d'ingrédients, on traduit tout en français pour rendre la liste d'ingrédients accessible à tous parce qu'il n'y a pas de raison que ça reste un mystère ou quelque part un peu flou, parce que c'est par ce flou-là que beaucoup finalement de personnes ne savent pas ce qu'ils mettent sur leur peau. Il y a un vrai effet potentiel sur notre santé sur le long terme, sans parler évidemment des effets court terme d'irritation. C'est quoi la priorité? C'est d'être bon aujourd'hui pour l'environnement ou bon pour nous?
Alors, l'un ne va pas sans l'autre. En réalité, des produits qui sont bons pour vous sont en général bons pour l'environnement. C'est une logique globale. Aujourd'hui, la plupart des cosmétiques en réalité contiennent des produits qui vont avoir des effets délétères sur notre santé et sont fabriqués et produisent aussi des effets qui sont nocifs pour l'environnement. Alors là, on voit qu'on est dans un laboratoire, c'est très technique. Est-ce qu'il vaut mieux confier encore sa cosmétique à des professionnels ou est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui finalement faire comme nos grands-mères et fabriquer nos propres produits à base d'huile d'olive, à base des produits courants? Alors, tout dépend de l'usage qu'on en fait. En réalité, la cosmétique faite maison est intéressante, à mon sens, parce qu'elle permet à chacun de s'approprier un petit peu mieux les ingrédients qu'il y a dans un produit, de comprendre finalement et de monter en compétence, si je puis dire, sur vraiment les ingrédients cosmétiques. On obtient des produits intéressants aussi, mais qui sont un petit peu moins techniques. Est-ce que ça coûte plus cher de fabriquer des produits qui sont éco-responsables que des produits industriels classiques? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une cosmétique naturelle, tout le monde peut se revendiquer cosmétique naturelle sans même mettre d'ingrédients naturels dans le produit. Il n'y a aucune réglementation liée à ça. Ensuite, il y a une charte un peu plus, on va dire, cadrée, qui est la charte des cosmétiques bio et qui impose un certain pourcentage naturel. Et là, on peut faire du bio haut ou bas de gamme selon ce qu'on utilise. Eh bien oui, c'est un coût, mais pour nous, c'est important puisque l'essentiel des coûts de nos produits sont dans la formule. Contrairement à la plupart des cosmétiques, dont la plupart des coûts, enfin la majorité du coût est représentée par la promotion, la publicité, les égéries qu'il faut payer, mais aussi le packaging. Merci beaucoup Anne-Marie Gabellica. La cosmétique fabriquée maison, c'est une tendance encore émergente, mais les industriels y ont déjà pensé. La cosmétique sur mesure, réservée pour l'instant, vous allez le voir, aux plus aisés, c'est un reportage de nos confrères de France 3. Bonjour. Bonjour. J'ai pris rendez-vous pour un test ADN. Ici, dans ce laboratoire, on va analyser 31 de vos gènes liés à la peau. Le but, c'est de fabriquer un soin sur mesure facturé 590 €. Toutes les femmes ne vieillissent pas de la même façon, hein. Il y a certaines femmes qui vont perdre en fermeté, d'autres qui vont plutôt se rider, d'autres qui vont plutôt avoir des taches, et tout ça, c'est codé dans votre ADN. Dans ce tube à essai, 2 millilitres de salive qui vont être analysés, l'ADN séquencé. Et 21 jours plus tard, la cliente revient chercher un sérum a priori unique. Une fois qu'on a fait ce séquençage, on sait exactement vers quoi elle tend dans le futur. Donc nous, on va lutter contre ce vieillissement qui, normalement, est programmé. On n'aura sûrement pas le même résultat que si je faisais du botox ou de l'acide hyaluronique, mais j'espère quand même avoir un résultat visuel important. Beaucoup moins risqué que la chirurgie esthétique et facilement accessible, y compris sur Internet, dans plusieurs marques et à tous les prix. Le sur-mesure en cosmétique est en train de gagner du terrain. Surtout dans une société où l'apparence est devenue primordiale. J'ai besoin de faire jeune, de faire en forme, parce que c'est ma chance de survie dans une compétition de plus en plus dure, par exemple, autour de l'emploi. Et en même temps, j'ai une quête humaine de reconnaissance. La cosmétique sur mesure évolue sans cesse. Récemment, une entreprise française a inventé cette machine, un distributeur individuel qui peut fabriquer tous les jours un sérum adapté. Dans chaque capsule, une dose d'actif pour lutter par exemple contre le froid, la pollution ou la fatigue. Chaque jour, on peut customiser sa crème avec les capsules et vous pouvez mettre plusieurs capsules à l'intérieur d'un même soin pour récupérer un soin ultra personnalisé. Comptez 1 000 € le distributeur et 1 € la capsule. Avec ce concept, inspiré d'une marque de café très connue, cette entreprise a bien l'intention de s'attaquer aussi au marché cosmétique masculin. Et si vous ne voulez pas dépenser tout votre salaire en cosmétique, il reste la solution artisanale. Nous sommes aux ateliers de la Souris Verte où l'on apprend à fabriquer ses propres produits comme ses rouges à lèvres. D'ici la semaine prochaine, soyez créatifs et à très bientôt sur France 24. On commence par ajouter 10 petites pastilles de cire d'abeille. On va continuer avec cette fois-ci l'huile de coco. Ça reste confortable sur les lèvres. C'est un peu mieux. A fondu, on va pouvoir ajouter l'oxyde de zinc. Ce sont des pigments inertes, donc c'est très important parce que ça permet d'être certain qu'on ne peut pas faire de réaction allergique.
Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.